Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Suite au discours du chef de l'État adressé à la nation camerounaise ce mardi 10 septembre 2019, Limby Lobé pense que le président de la République est dans une logique de recadrage et non d'apaisement. Le discours du chef de l'État arrive à un moment où il faut faire un certain recadrage, poursuit Limby Lobé. Dans un premier temps, il est important de rappeler que le chef de l'État est dans la logique de continuation de la résolution de la crise. Limby Lobé souligne également que la sécession n'est pas un acte politique, c'est plutôt un crime condamné par l'article 111 du Code pénal camerounais. Il n'y a aucun pays dans le monde où la sécession est un acte politique. Écoutons maintenant l'analyse de M. Limby Lobé. Écoutons. Revenir sur ce plateau avec notre invité qu'on va justement présenter avant peut-être d'aller prendre cette seconde réaction, du moins cette seconde articulation cette seconde réaction en tout cas du chef de l'État, cette autre poursuite du chef d'État à la lumière donc de ces événements qui se déroulent depuis quasiment 3 ans dans les régions dites anglophones du côté du Cameroun. C'est un homme politique qui est d'ailleurs un habitué de ces plateaux de la télévision panafricaine, M. Limby Lobé. Merci de nous retrouver à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, mais merci beaucoup de me donner l'opportunité et d'apporter ma contribution à la réflexion à la suite de cette actualité qui ne laisse personne indifférent. Alors, M. Limby Lobé, d'entrée du jeu, avez-vous l'impression que ce discours du chef de l'État est beaucoup plus un discours d'apaisement? Non, le chef de l'État n'est pas dans une logique ni d'apaisement ni d'aggravation. Il est dans une logique de recadrage. Et effectivement de continuation des efforts de résolution de cette crise. Et un certain nombre de choses assez importantes ont été dites. Et quand on les rappelle, on se rend très bien compte que tout ce qui a été fait tous ces derniers temps ne va pas dans l'esprit pour le chef de l'État de la solution à ces problèmes. Donc le discours est arrivé à un moment où il faut faire un certain cadrage. Dans un premier temps, il est important de rappeler à nos auditeurs que les choses ne sont pas aussi simples à prendre et fortuite comme on pourrait le croire. Il faut se rappeler que dans la crise de 90, c'est un 11 octobre 1991, un moment inhabituel pour la prise de parole officielle du chef de l'État. Au Cameroun, le chef de l'État a l'habitude de prendre la parole le 31 décembre, le 10 février, et c'est tout. Mais pour la première fois, le chef de l'État avait à cette époque pris la parole le 11 octobre, dans le cadre d'un discours où il annonce un dialogue qui avait été demandé sous forme de la conférence nationale souveraine et qu'il n'a pas accepté, mais il a pris sur lui l'initiative d'organiser un dialogue à sa convenance. Et ce dialogue, il avait annoncé donc à l'occasion de ce discours le 11 octobre, et ce dialogue, nous l'avons pris l'habitude de l'appeler la tripartite. Absolument. Mais il faut voir que quand il annonce ce dialogue, les élections législatives sont prévues le 16 février 92. Donc il annonce ce dialogue-là à peu près 6 mois avant la tenue de ces élections. Et nous nous retrouvons dans une espèce de recommencement de l'histoire aujourd'hui. Les gens demandent un dialogue sans en préciser la nature. D'ailleurs, vous voyez que dans le discours du président, il dit le dialogue avec qui? On aura l'occasion d'y arriver. Monsieur Albert Limby Lobé, vous semblez dit tout à l'heure que le président a fait un certain nombre de concessions. D'aucuns s'attendraient que lors de son adresse à la nation, qu'il restait davantage autour de ce sillage, mais il a uniquement servi au Cameroun, du moins, d'après ce que l'on a pu observer et entendre, le dialogue national. Ce dialogue est-il synonyme ou alors est-il la seule unique voie de sortie pour la résolution définitive de la crise du côté du Cameroun? On n'a pas à se poser ce genre de questions. Dans un pays, vous ne pouvez pas, si les gens ont de l'intérêt. Parce qu'on serait attendu qu'il fasse davantage de concessions. Mais pourquoi concessions par rapport à quoi? Puisque les gens ne lui ont rien demandé.
Les gens lui ont demandé un dialogue et les gens, l'opposition d'ailleurs, c'est l'opposition qui demande ça. Personne d'autre ne demande ça. Ou la société civile proche de l'opposition. Cette société civile proche de l'opposition et l'opposition elle-même, personne n'a dit quel est le contenu qu'il faut mettre dans ce dialogue. Nous avons une partie de l'opposition à laquelle moi j'appartiens. Nous avons toujours posé la question de savoir, mais un dialogue pour parler de quoi? Parce que ce que nous avons n'est pas un fait politique. La sécession n'est pas un acte politique. La sécession est un crime condamné par l'article 111 du Code pénal au Cameroun. Je ne sais pas pour les autres pays du monde. Mais je ne crois pas qu'il y ait un seul pays au monde où la sécession est un acte politique. Où je peux me lever le matin et dire que mon projet politique, c'est la sécession du pays. Donc, la sécession est une infraction. Au sens pénal du terme au Cameroun, et comme dans de nombreux pays au monde, la sécession est réprimée par les lois de tous les pays du monde. On ne peut donc pas dire que face à une revendication sécessionniste, on va opposer un dialogue. C'est pour ça que nous appartenions à la catégorie de la classe politique qui disait, mais face aux sécessionnistes, ce n'est pas le dialogue, c'est le désarmement. C'est l'opposition de la force qui est chargée de maintenir l'intégrité du territoire. Donc les gens demandaient le dialogue sans être capables de dire qu'est-ce qu'il y aura dans ce dialogue. Puis on a vu une catégorie de l'opposition camerounaise qui, sous le prétexte de la crise anglophone et particulièrement la crise sécessionniste, se met à mettre sur la table un agenda politique qui venait d'être soldé par les élections. Vous avez vu le SDF par exemple, qui saisissait la crise anglophone pour évoquer un dialogue sur la forme de l'État, avec un projet fédéraliste sur la clé. Or, on sort des élections où le SDF a présenté un candidat fédéraliste. Il y avait un autre candidat fédéraliste, M. Akeremouna. Mais nous avons vu que le peuple camerounais, face à cette offre politique de changement de la forme de l'État, le peuple camerounais a pris position. Il a voté pour le candidat qui a décidé de préserver l'État unitaire décentralisé. Ce monsieur s'appelle Paul Biya. Il a d'ailleurs rappelé dans son adresse à la nation que la forme de l'État est le Cameroun est un et indivisible. Les gens ne veulent pas comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas l'impression que davantage ça va radicaliser naturellement? Ça n'a à radicaliser personne. Qui a le droit de se radicaliser devant les choix du peuple camerounais? Monsieur Paul Biya était à l'élection. C'est sur ce plateau que moi et Libilo, j'ai demandé de ne pas le voter. On en était justement avec vous sur ce plateau. Mais en même temps, j'ai dit que tous ceux qui sont en train d'aller contre lui, que nous ne les votions pas non plus, parce qu'ils étaient de mauvais candidats. Et ils n'ont pas été élus. Monsieur Paul Biya a gagné les élections sur un thème bien précis, la préservation de l'héritage reçu. Son discours que j'ai ici de décembre 2017, il le termine en disant « Sachons rester dignes de l'héritage reçu ». La crise anglophone était déjà là. On ne peut pas considérer qu'en 2017, lorsque le président s'adresse à la nation, il a fait fi de la crise anglophone. Or, il parle déjà en 2017 de dialogue, en disant « Le dialogue, je le précise bien, a toujours été et restera toujours pour moi la voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu'il s'inscrive strictement dans le cadre de la légalité républicaine. » À partir de ce moment-là, nos compatriotes d'une manière générale, le peuple du changement d'une manière générale, mais en particulier les acteurs politiques de l'opposition, devraient savoir à quoi s'attendre. Au cas où le président pourrait être appelé à organiser un dialogue, le cadre de ce dialogue avait déjà été précisé. Il n'était pas question d'imaginer autre chose. Et le président, dans son discours d'hier, précise très bien. Il rappelle chaque fois que c'est dans le cadre constitutionnel. Le cadre constitutionnel prévoit quoi? Prévoit que l'État est unitaire, décentralisé. Donc, je suis surpris de voir cet entêtement diabolique de certains de nos compatriotes. À peine le président vient de parler, il modifie des
déjà à l'agenda du président dans le dialogue. Eux qui n'ont pas dit exactement qu'est-ce qu'ils voulaient dans le cadre de l'organisation du dialogue. Ils ont laissé la latitude au président d'organiser le dialogue. Ils ont laissé la latitude au président de choisir qui va être dans le dialogue. Parce que le président, tel qu'il a présenté les choses, il a dit que le Premier ministre va présider ce dialogue. Ça exclut toute autre éventualité des gens qui voulaient que des gens viennent de l'extérieur pour faire ce dialogue, qu'éventuellement des personnalités camerounaises qui ne sont pas des membres du RDPC ou des membres du gouvernement président à ce dialogue. Le président a déjà dit que c'est son premier ministre qui va présider cette conférence, membre du RDPC, qui va présider ce dialogue. Ensuite, le président a fixé les thématiques. On reviendra, M. Limbilo-Bert. On va venir pour comprendre le contenu même de ce dialogue national annoncé. L'un de vos correspondants téléspectateurs tout à l'heure, il ne faut pas que les erreurs de 92 se reproduisent avec la tripartite. Absolument. Où le président, une fois de plus, avait fixé le cadre. Il avait dit, cette rencontre devra mettre sur pied des commissions mises qui seront chargées 2.1. Préparer un avant-projet de code électoral. 2. Définir les modalités d'accès aux médias publics pour tous les partis politiques. Voilà les objectifs que lui il avait fixés pour la conférence tripartite. Les gens sont partis là-bas, modifier la constitution. Ça a donné quoi? Ça a donné des avantages 20 ans politiques. après, on est encore dans un véritable boubier politique. Ça a permis à M. Biya, premièrement, de bénéficier de 2 mandats de 7 ans qui n'étaient pas dans la constitution. Que les gens qui sont partis modifier la constitution avec la tripartite ont introduit dedans. Et quand il a fini de jouir de ces 14 années, il a fait sauter cette disposition de la constitution qui ne venait pas de lui, qui n'a jamais voulu, pour remettre la constitution telle que lui la veut. Un mandat libre du nombre de fois qu'on peut envisager de le... Merci à vous, M. Limbilo-Bert, pour cette première prise. Ce que nous avons fait à la tripartite, on croyait pouvoir manipuler les événements, ça a plutôt profité au président. On a mis dans la Constitution l'article 66 avec la déclaration des biens. Vous voyez que le président n'a jamais appliqué ça parce que ce n'est pas sa volonté politique. Vous avez vu que nous avons forcé l'orientation parce que face à la demande de ces fédéralistes, de certains participants à la conférence tripartite, eh bien, ceux qui étaient là-bas ont proposé la décentralisation. Le président a pris ça, mais il a mis ça en application à son rythme. Et l'opposition n'a pas eu les moyens de contraindre le président de passer à l'application complète des accords de la tripartite. Il ne faut pas que cela se reviendra dans un instant à vous, Limbilo-Bert, pour véritablement jeter un regard fort autour de ce contenu, mais également les participants, parce que c'est la grande interrogation qui devra finalement participer à ce véritable dialogue national tel que lancé par le chef de l'État. On va retrouver nos amis au téléphone pour donner en tout cas leur avis aussi autour de cette grande question. Un appelant au téléphone. Allô, bonsoir. Bonjour, cher journaliste. Désolé, je ne maîtrise pas bien votre nom. Merci beaucoup à M. Limbilo-Bert. Quelle prévoyance, quelle cohérence, quelle analyse du président de la République. Voilà une sommité politique là au Cameroun. C'est lui. Ben, moi, je suis satisfait du discours du président de la République. Que les sécessionnistes qui ont porté les armes les déposent. Et ils sont même invités au dialogue. On n'a pas invité les leaders des groupes armés. On a dit les groupes armés. On n'a pas dit les leaders des groupes armés. On a dit les groupes armés. Ils vont venir au dialogue. Voilà la précision que moi je voulais faire. Parce qu'il y a des flagonneurs qui vont venir là dire qu'on a oublié Choayaba, Marc Barata, ceci, cela. Non, c'est les groupes armés qui sont là sur le terrain qu'on veut voir au dialogue. Venir dire pourquoi ils sont allés là-bas en brousse. On n'a pas dit à Choayaba de venir dire que moi je veux la sécession parce que les groupes armés viennent nous dire pourquoi eux ils partent là-bas en brousse. D'accord, merci. Voilà la précision que moi je vais faire. Parce que les politiciens là, ils vont venir nous fatiguer les oreilles ici, comme si on n'a rien compris. Merci, journaliste, et bonne continuation. Merci également à vous pour votre contribution. On va rester au standard, cette fois-là avec qui, pour prendre quelle direction? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Afrique Média. Bonsoir
bravo, brillant standardiste, pour le travail fabuleux. Bonsoir, très grand bonsoir à M. Elimi Lobé. Bon, mais trop parler ne sied pas. Moi, j'aimerais simplement dire, après, moi, c'est Aloïse depuis Bertois. D'accord. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est l'occasion pour les Camerounais de montrer leur grandeur avec toute l'intelligentsia que nous avons, que nous savons. Et surtout, comme M. Elimi Lobé venait de dire, que les erreurs de 91 ne se produisaient plus. Bonsoir, M. Elimi Lobé. Bonsoir. On va rester au standard pour prendre. En tout cas, depuis votre domicile, on va suivre une autre attitude du chef de l'État de la République, Paul Biya, hier lors de son adresse à la nation, qui revenait justement autour de ce dialogue national, dont lui-même est d'ailleurs visiblement le père fondateur. On va suivre cet élément et nous venons derrière pour en débattre avec notre invité sur ce plateau. Mes chers compatriotes, depuis la survenance de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, jamais le terme dialogue n'a été autant évoqué, prononcé, voire galvaudé. À l'interne comme à l'international, chacun y est allé de ses propositions et de ses suggestions. Certaines d'entre elles réalistes, d'autres nettement moins. Les conseils ont afflué, certains avisés, d'autres intéressés. D'aucuns se sont même risqués à des injonctions. Des initiatives multiples et diverses ont également fleuri. La plupart du fait de personnes de bonne foi, de pays ou d'organisations véritablement soucieuses du devenir de notre pays et du bien-être de nos populations. Qu'il me soit permis de les remercier pour leurs efforts et leurs témoignages d'amitié. Il y a toutefois lieu de remarquer que la prolifération de ces initiatives s'est parfois malheureusement appuyée sur des idées simplistes et fausses, procédant de la propagande sécessionniste. Il en est ainsi de la prétendue marginalisation des anglophones, de la persécution de la minorité anglophone par la majorité francophone, du refus du dialogue par notre gouvernement au bénéfice d'une solution militaire à la crise, ou encore des accusations ridicules de génocide. S'agissant du dialogue lui-même, la question s'est toujours posée de savoir avec qui. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment les réseaux sociaux, ont malheureusement favorisé l'apparition des leaders autoproclamés, d'extrémistes de tous bords, essayant d'asseoir leur notoriété par le biais d'injures, de menaces, d'appels à la haine, à la violence et au meurtre. Or, tuer des gendarmes ou des civils, kidnapper, mutiler, molester, incendier, détruire des infrastructures publiques, empêcher les enfants d'aller à l'école ou les populations de vaquer tranquillement à leurs occupations, n'a jamais été dans aucun pays au monde source de légitimité pour représenter ou s'exprimer au nom des populations justement victimes de ces exactions. En démocratie, seule l'élection confère une telle légitimité. Merci.
à la nation pour cette autre attitude du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son adresse hier à la nation. Revenons sur ce avec vous, M. Elimbilobert, donc de cette autre interrogation du chef de l'État. Alors, il y a cette interrogation qui revient et qui ne cesse de revenir. Avec qui allons-nous véritablement dialoguer? Alors, en l'état actuel des choses, si le chef de l'État a bien se poser la question, nous pouvons nous partir qu'on est en train d'avancer vers l'inconnu? Non, on n'avance pas vers l'inconnu. Puisque lui-même cherche véritablement il a posé la question pour dire, c'est une façon de dire aux gens, vous voulez le dialogue, mais vous êtes incapable de me dire avec qui il faut dialoguer. Or, il est déjà dans l'organisation du dialogue. Donc, il a déjà dit qui sont ceux qui seront au dialogue. Et ça montre que l'opposition, une fois de plus, a été immature. C'est elle qui demande le dialogue. Mais elle est incapable de dire avec qui. Vous avez vu ici au début de cette affaire, si nous avons bonne souvenance, des gens qui disaient dialogue inclusif, mais sans les sécessionnistes. Ce qui n'avait pas de sens. Puisque ce sont les sécessionnistes qui ont amené la guerre. Je ne veux pas dire nous allons dialoguer, mais on ne va pas mettre les sécessionnistes dedans. Mais si nous restons sur la logique sur laquelle la forme de l'État n'est pas discutable, il n'est donc dans ce cas pas question qu'on puisse mettre sur la table des échanges la question relative effectivement à la sécession. Ça veut donc dire que ceux qui voulaient opposer à l'aventure sécessionniste, un dialogue était dans un chimère. Parce que le chef de l'État a demandé qu'il n'y ait pas une fixation autour de la seule crise anglophone, du moins parce qu'il y a beaucoup d'autres crises qui traversent le Cameroun. Du coup, on a envie de penser qu'il n'y a pas de fixation. Le champ d'action devrait être assez ouvert. Mais vous voyez donc que le chef de l'État finalement reprend cette affaire à son compte et l'organise mieux que ce qu'il a demandé. Puisque lui, il dit que il cite ceux qui viendront au dialogue. Et il cite même les gens qui ont pris les armes. Il dit qu'ils peuvent venir. Nous savons qu'ils ne viendront pas. Nous savons qu'ils ne viendront pas. Il a créé la commission DDR qui devrait effectivement s'occuper de ce cas-là. Mais le chef de l'État a dit très précisément, dans son propos, il a dit... Il a précisé les gens qui viendront. Il a dit les militaires aussi viendront. Les hommes, ceux qui ont pris les armes et leurs victimes. Donc lui, il va finalement plus loin que ceux qui ont demandé ce dialogue, qui disaient un dialogue inclusif, mais sans les sécessionnistes. Ce qui n'avait pas de sens. Si vous voulez discuter de la crise anglophone au plus fort de cette guerre, vous ne pouvez pas mettre de côté ceux qui ont pris les armes. Mais le président le dit, et il le dit, il précise qu'il y a des conditions pour ça. Tout n'est pas permis, puisqu'il dit à certaines conditions. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tout à l'heure, votre correspondant disait que, oui, sont des téléspectateurs. Oui, votre téléspectateur disait que nous n'avons pas une opposition. Non, je ne dis pas que nous n'avons pas une opposition. Il s'étonne d'ailleurs, il dit qu'il ne comprend pas. Oui, mais il ne peut pas me comprendre parce qu'il croit que je dois faire l'opposition comme lui. Mais non, je suis un opposant différent de lui. Mais je dis que les comportements de notre opposition nous montrent que nous avons dans l'opposition des acteurs qui gangrènent la lutte et qui la mènent sur des fausses pistes. En voilà une. M. Elimbilobert, vous semblez véritablement vénérer la forme qui a été proposée par le chef d'État parce que... Je n'ai même pas besoin d'avoir un avis. Qu'est-ce que je peux changer? Pourquoi je donne des avis sur des choses que je ne peux pas changer? Le chef de l'État, nous avons... Les gens se sont mis à... Moi, je n'ai jamais demandé de dialogue. J'ai demandé que les gens se préparent aux élections. Et je suis un homme heureux depuis hier soir. Vous savez pourquoi? Parce que 3 à 4 choses fondamentales ont été redites à l'occasion de ce discours. Premièrement, la politique de l'équilibre régional, qui est au Cameroun l'un des piliers de la stabilité du Cameroun. Malheureusement, dans l'opposition, certaines formations politiques, certains acteurs politiques ont gravement attaqué ces derniers jours. Le président rappelle, il dit, je voudrais néanmoins souligner que, fidèle à la politique d'équilibre régional, que je n'ai cessé de promouvoir,
j'ai choisi un premier ministre originaire de la région du Sud-Ouest. Donc, l'équilibre régional a été réitéré comme l'un des fondamentaux de la politique. Pourtant, avec cela n'a pas empêché qu'on puisse en arriver là. Si il avait été reposé... Le président le dit dans son discours, il dit que malgré que j'ai fait tout cela, il y a des insatisfactions interminables. Il dit d'ailleurs que c'est humain, puisque chacun pense que quand il est distingué, c'est bon. Quand il n'est pas distingué, c'est la guerre, c'est le monde qui tombe. Bon, il a dit qu'il fallait changer de comportement. Il a raison. Mais moi, je dis... Nous, de l'opposition, nous devons comprendre que le pays a besoin des fondamentaux qui traversent les générations, qui survivent aux modifications des acteurs politiques et qui sont constitutifs des piliers du pays. Parmi ces choses-là, il y a l'élection. Vous avez vu la surenchère que les gens ont voulu mettre sur la table. Des gens qui vous disent que si on ne fait pas ceci, on ne va pas aux élections. Comme s'ils avaient la capacité à empêcher d'aller aux élections. Or, le président de la République, dans ses discours, a renouvelé la sublimation de l'élection. Et je suis de ceux qui sont d'accord avec lui. C'est pour ça que pendant que les gens sont en train de crier sur le dialogue dont ils ne sont pas capables de nous dire sur quoi il va porter et avec qui, eh bien, moi j'ai dit aux gens, préparons-nous. Nous avons perdu l'élection présidentielle. Et c'est sur les plateaux d'Afrique Média ici que nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Dieu seul sait qu'Afrique Média nous a donné de l'aide dans ce sens. Pour appeler les gens à l'unité pour qu'on aille à ces élections à l'effet de les gagner. Pour ne pas être là à demander à quelqu'un d'autre d'appliquer nos idées politiques, mais d'être en position de les appliquer nous-mêmes. Les gens ont refusé. Ils ont choisi d'aller aux élections dans des aventures personnelles. Nous avons échoué l'élection. Le président bien a gagné. Il est président. Je n'aiderai personne à l'enlever. Je me battrai contre tous ceux qui tentent de l'enlever par un processus autre qu'un processus électoral. Parce que les gens veulent déjà nous faire croire qu'il y a un droit à l'insurrection, qu'il y a un droit à la révolution. La révolution... Je résistais. La révolution, c'est quand même une méthode qui puisse effectivement permettre à ce qu'on puisse arriver à un changement radical des choses avant. Peut-être qu'on puisse vous retrouver, très cher ami Elie Bilobert. Je ne dis pas que la révolution n'existe pas. J'ai dit que la révolution au Cameroun est un crime. C'est ça l'état actuel des lois. Le code pénal qui vient d'être réécrit par M. Kamto prévoit dans son article 114, révolution, est puni de l'emprisonnement à vie. Celui qui tente par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois, ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. On a quand même vu des révolutions. On a quand même eu des révolutions sans du moins sans violence, qui ont quand même porté des fruits. Rappelez-vous avec l'époque. Qu'est-ce que vous appelez révolution sans violence? C'est quoi concrètement? Ce qui s'est passé au Burkina, vous savez que l'Assemblée nationale a été brûlée. Ok, monsieur Libia, vous ne pouvez pas considérer un acte qui, en l'état actuel de notre système institutionnel, vous ne pouvez pas considérer un acte qui est réprimé par le code pénal comme un droit politique. D'accord. Donc, vu comme ça, moi je ne suis pas de ceux qui parlent d'autre chose que des élections. Et le président l'a dit. Il dit dans son discours hier, tuer les gendarmes. Tuer les gendarmes ou des civils, kidnapper, mutiler, molester, incendier, détruire des infrastructures publiques comme la destruction des ambassades. Il dit empêcher les enfants d'aller à l'école ou les populations de vaquer tranquillement à leurs occupations n'a jamais été dans aucun pays du monde source de légitimité pour représenter ou s'exprimer au nom des populations. Justement, victime. Il dit en démocratie, seule l'élection confère une telle légitimité. Tout simplement. Moralité, ceux qui ne sont pas, nous n'avons pas gagné l'élection présidentielle, par les voies électorales, mais nous sommes à 6 mois de l'élection législative, comme en 92. Même chez Marie, c'est au produit. Ne ratons pas l'élection
qui est la seule source de légitimité pour parler et représenter le peuple camerounais et la nation camerounaise. Monsieur Limbi, on va permettre... La priorité est là. Vous parlez de priorité, permettez également... le dialogue. La priorité, parce que lui, il est en train d'organiser son dialogue. Vous permettez comme quoi les téléspectateurs... aux élections, on reviendra pour parler proprement dit du contenu même de ce dialogue, ce qui devra, a priori, à votre avis, être véritablement débattu pour permettre effectivement qu'on sorte probablement de l'impasse politique du côté de Cameroun. Madame Yao, vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci de nous retrouver à l'antenne. Madame Yao, bonsoir. Monsieur le journaliste, bonsoir, monsieur Eli Bilobé. Bonsoir. Vraiment, monsieur Eli Bilobé, c'est surtout à cause de monsieur Eli Bilobé que j'ai appelé. Sinon, je voulais laisser les Camerounais seulement parler de leur pays. D'abord, je dis merci au président de la République. Il a fait un bon discours. Et je salue monsieur Eli Bilobé. C'est un grand patriote. C'est un grand... Moi, je m'attendais à ce que les opposants de Paul Biya disent, ouais, ils sont dessus. Parce qu'ils auraient souhaité que Paul Biya, dans son discours, dise, bon, d'accord, au nom de la paix, on va libérer maintenant Kamto. Il n'a pas encore été jugé, mais moi, comme je suis le chef, qu'on le libère. Mais non, il s'est axé sur la crise anglophone parce que c'est là-bas qu'il y a les tueries. C'est là-bas qu'on tue les gens. Vous comprenez? Donc, le président Paul Biya a plutôt parlé de la crise anglophone, c'est ce qui est très urgent et important dans le pays. Vous comprenez? Et puis on dit, ouais, il aurait dû parler de l'EZK, il aurait dû... Mais non, il a demandé un dialogue. Vous, l'opposition, vous avez demandé un dialogue. Il dit, ok, allons-y à un dialogue. Mais le dialogue, là, c'est quand chacun va venir maintenant, on va dire ce qui est dans son ventre. C'est pas le président Paul Biya qui a dit, bon, nous allons aller à un dialogue, mais on va parler de ci, on va parler de ça. Non, il dit, on va à un dialogue. Mais d'abord, même, il y a la crise anglophone, même, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, bon, quand vous allez venir à ce dialogue-là, chacun dira, bon, moi, mon problème c'est ci, et puis c'est ça, et puis chacun va essayer de dire ce qu'il a dans son ventre, et puis ensemble, on va trouver une solution. De toutes les façons, l'opposition n'a jamais été d'accord, que ça soit bon ou pas, l'opposition dira toujours le contraire. Mais c'est lui, Bilobé. Comme vous êtes un vrai patriote, vous n'êtes pas le président Paul Biya, vous n'êtes pas ceux qui veulent à tout prix passer par les coups d'État, ou bien prendre les armes pour tuer les gens, vous n'êtes pas ceux-là. Donc les gens là vont toujours appeler pour vous critiquer. Vous êtes un patriote, nous on vous apprécie en Côte d'Ivoire ici, on vous dit merci, on a besoin des dignes fils comme ça pour protéger la patrie, même si vous n'aimez pas Paul Biya, même si vous n'aimez pas la politique de Paul Biya, mais vous battez pour la patrie. Parce qu'actuellement c'est Paul Biya qui est le président. Et les gens veulent le renverser, vous n'êtes pas d'accord. Donc vous protégez la patrie, c'est la patrie que vous protégez, c'est pas le gouvernement de Paul Biya que vous protégez. Merci monsieur. Merci madame. Merci à vous madame Yao. On va rester au standard pour prendre Zerfel. Zerfel, bonsoir. Allô Zerfel. Alors, nous avons perdu Zerfel, on a l'impression. Margot, vous revenez. Margot, quelque chose vous aurait-il échappé? Bien, s'il vous plaît, 2 minutes, je vous en prie. Vraiment, tout au plus, oui, 1 minute, merci. Margot. Vraiment. Merci à vous, monsieur Dom, et merci vraiment à vos standardistes. Un bonsoir particulier à monsieur Eli Bilobé. Lorsque j'ai pris la parole, je ne savais pas que c'était lui votre invité. Je reviens parce que ce matin, vous savez, monsieur Anatole ici. Oui, 1 minute, monsieur Dom. Monsieur Anatole ici disait ce matin que lorsqu'on donne un devoir, il y a des notes, il y a 0,5 jusqu'à la quinzaine. Chacun a apprécié le discours du président à sa juste valeur. Vous savez, il a dit dans son discours, il n'a pas fixé les thèmes de son discours, du débat national. Il a dit que le Premier ministre effectuera des consultations diverses. Et c'est au thème de ces consultations qu'on saura les thèmes sur lesquels nous allons débattre. Mais la crise anglophone, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest sont les priorités, comme l'a dit Mme Yao tout de suite. Et ensuite, les 8 autres régions seront concernées parce que la crise est générale. Voilà ce que je souhaitais ajouter, M. Ndom. Merci une fois de plus. Merci infiniment pour votre contribution, cher Margot, depuis Tomboujoura. Alors, nous prenons cet appelant depuis les États-Unis. Bonsoir, monsieur et madame. Bonsoir, après-média, bonsoir à votre panéliste, monsieur Eli Bilobé. Vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que j'écoute ce monsieur. Il a toujours été cohérent. Et c'est un regard chaque fois qu'on écoute monsieur Eli Bilobé. Il se fait tirer dessus, oui, parce que les gens veulent qu'ils soutiennent une opposition qui se mal. Et comme il a dit, tout doit se faire
dans un cadre républicain. Et aucun pays au monde ne peut applaudir pour des projets sécessionnistes. Aucun pays. Ce qu'ils appellent de l'Allemagne partout là, c'est n'importe quoi. Excusez-moi du terme. Mais tout doit être construit par les Camerounais et pour le Cameroun. Ça sert à rien. Ceux qui ont voulu faire une surenchère sont faits sur la vague des frustrations pour se faire un nom, une réputation. Sous le nom de cette crise, on tapait à côté. On tapait à côté. C'est dans des contextes, des situations très différentes. Il faut que les Camerounais sachent comment changer le cours de l'histoire et non faire des guerres personnelles ou intercessions qui n'arrangent personne. Donc vraiment, bravo monsieur Elimbi Loubet, vous êtes un patriote et chaque fois qu'on vous écoute sur n'importe quel plateau, vous êtes toujours cohérent. Vous êtes l'un des opposants les plus cohérents et quel que soit ce que les gens disent, gardez votre cas. Merci beaucoup à ce média et beaucoup de courage à M. Elimbi Loubet. D'accord, merci infiniment à vous de nous appeler depuis donc les États-Unis. Retour sur ce plateau avec davantage notre invité, M. Albert Elimbi Loubet, pour davantage tenter de comprendre, ou du moins de scruter cette actualité. Alors, M. Elimbi Loubet, tout à l'heure, vous avez fait mention de ce risque que l'on puisse se retrouver effectivement à tomber dans les mêmes travers de la tripartite de 1991 y arrive finalement. Ou est-ce qu'il y a véritablement le risque de rapprochement entre les événements qui prévalent actuellement et ce qui avait prévalu à cette époque-là? Oh, les événements, c'est des situations de crise. Voilà en quoi ils sont identiques. Et en quoi est-ce que... Mais les causes ne sont pas les mêmes. En 2011, on avait la question de la fin du parti unique. Il fallait entrer dans l'ère démocratique. Mais il y avait déjà la mauvaise gouvernance en 91. On était en plein d'ailleurs dans une crise économique, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons une crise économique. Certes, ça ne marche pas très bien sur le plan économique, mais nous avons une crise politique de type sécession qui s'est grévé à la crise politique, à la malgouvernance habituelle. Ce qui se passe qui est différent de 91, c'est que des acteurs politiques, dans leur stratégie de conquête de pouvoir, ont cru qu'ils pouvaient instrumentaliser une revendication qui n'est a priori pas la leur, ou qu'on ne leur connaît pas. Par exemple, le SDF. On ne sait pas. On n'a jamais su que le SDF avait des penchants sécessionnistes. On n'a jamais su cela. On ne sait pas que le CPP est sécessionniste. Ça, ce n'est pas connu. Donc, nous avons vécu avec le SDF, sachant que le SDF, depuis sa naissance, dans ses textes fondamentaux, n'a jamais parlé du fédéralisme. En 92, le SDF n'a fait aucune campagne électorale sur le fédéralisme. En 97, le SDF a refusé d'aller aux élections présidentielles. Mais il est allé aux élections législatives. Et il a gagné 43 députés. Il n'a jamais fait campagne sur le fédéralisme. En 2002, troisième élection législative dans l'ère multipartiste, le SDF n'a jamais parlé du fédéralisme. En 2004, élection présidentielle, la deuxième. Il y aurait peut-être des raisons qui ont poussé effectivement à ce nouveau désir de pouvoir véritablement arriver au multipartisme, au fédéralisme, puisqu'on a fait effectivement cette malgouvernance. Le problème est un problème de stratégie de conquête de pouvoir. C'est-à-dire que vous avez des acteurs politiques de l'opposition. Mais ne perdons pas de vue que sur le plan national, il y a quand même ces questions de malgouvernance qui reviennent. Mais la malgouvernance est à l'origine de notre volonté de conquérir le pouvoir. C'est parce que le pays est mal gouverné que nous pensons qu'il faut changer les hommes. Mais dans l'opposition, et je le dis à l'attention de votre auditeur qui venait de parler tout à l'heure qu'il connaît M. Elimbi et patati et patata. Monsieur Elimbi, on ne peut pas répondre à tout le monde. Non, non, on ne leur répond pas. Mais on clarifie. L'opposition, ce n'est pas de l'unanimisme. Je suis dans l'opposition. Monsieur Ndom, je ne sais pas pourquoi vous aussi vous venez dans l'opposition. Nous nous rencontrons dans l'opposition. Mais chacun peut avoir ses objectifs. Et on ne peut cheminer ensemble que si nous avons et les valeurs communes et les objectifs communs à défendre. C'est pour cela que je suis de ceux qui disent que
on s'en fout de la supposée apparente unanimisme. Elle est mensongère, elle est démagogique. La preuve, quand vous prenez le contentieux post-préélectoral, avant les élections, vous voyez que c'est les partis d'opposition qui demandent la disqualification des listes d'autres partis d'opposition. Les partis d'opposition ne sont pas des amis. D'ailleurs, ils refusent d'être amis sur ce plateau de télévision pendant des mois et des mois, alors que nous voyons l'élection présidentielle arriver avec ce que cela suppose comme enjeu pour notre pays. Nous avons demandé aux partis de l'opposition de s'asseoir et de travailler ensemble, de nous donner une candidature. Ils ont refusé de s'asseoir, même pas se saluer. Les leaders ont fait chacun sa campagne. Chacun a dit tout ce qu'il voulait de l'autre. Quand vous faites des campagnes séparées, chacun est en train de demander que l'autre ne soit pas élu. Voilà l'opposition. Qu'est-ce que vous appelez Elie Bilobe qui fait campagne contre l'opposition? L'opposition n'a jamais fait campagne pour elle-même. Chacun dans l'opposition s'est donné un sort. Il faut accepter cela comme une réalité regrettable, certes, mais c'est comme ça que la vérité politique est. Au contraire, vous et moi, nous leur demandons de changer d'attitude s'ils veulent un jour parvenir au succès. Maintenant, revenons à l'essentiel qui nous rassemble ici, qui est le discours du président. Dans ce discours-là, le président a fixé le cap du dialogue. C'est nous qui demandons le dialogue. Regardez donc ce qui se passe réellement. C'est l'opposition qui demande le dialogue, mais c'est le président qui en fixe les modalités. On n'est pas totalement fixé sur le contenu de ce dialogue. On n'est pas totalement fixé. Il y aura des consultations qui seront faites. Le président a dit, le président est dans une fonction de souverain. Il est en train d'exercer, et c'est son droit le plus absolu de par la Constitution. Naturellement. Il est en train d'exercer la souveraineté. Il ne laisse personne, aucune fraction du peuple exercer la souveraineté à sa place. Conformément à la... Et il le dit. Il dit, c'est pourquoi j'ai décidé de convoquer, dès la fin du mois en cours, un grand dialogue national qui nous permettra, il commence la balise, suivez le président, dans le cadre de notre constitution, dont on ne va pas sortir de la constitution. Le président utilise des mots simples, mais qui sont, quand on est prêt à écouter le président, et à ne pas le défier dans l'exercice de sa fonction, dans l'humilité, on comprend ce que le président veut dire. Quand il dit dans le cadre de notre constitution, il veut dire que la constitution a déjà défini la forme de l'État, que c'est un État unitaire, décentralisé. On ne va donc pas parler d'autre chose. On ne va pas modifier la constitution. On parlera de tout sauf de la constitution. On parlera de tout, sauf tout ce qui est contraire à la Constitution du Cameroun. Il le dit, c'est compréhensible. Même un enfant du coup moyen qui fait l'étude de tests pour pouvoir comprendre ça, il dit, dans le cadre de notre examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord. Et il dit, mais aussi de toutes les autres composants de la nation. Donc vous avez eu raison tout à l'heure, en disant que le président ne circonscrit pas le dialogue seulement pour le nord-ouest et le sud-ouest. Absolument. Il dit, on parlera aussi... Le champ d'action est largement ouvert. À tout le pays. Mais c'est dans le cadre de la Constitution. Et il ajoute, le dialogue dont il est question, il devient de plus en plus précis, concernera principalement la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais il est évident qu'en cela, même, il touchera à des questions d'intérêt national telles que, et il précise, l'unité nationale. Est-ce que l'unité nationale, c'est la fédération? Il précise l'intégration nationale, le vivre ensemble. Il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces régions. Il aura donc vocation à réunir sans exclusif. Le président ne parle pas de dialogue inclusif. Le mot inclusif n'est pas dans son discours. Tous ceux qui viennent commenter le discours pour leur propre calcul politique ajoutent des mots que le président n'a pas utilisés, au risque de déformer la pensée du président, mais elle ne sera déformée que dans leur propre tête, parce que dans la tête du président, les choses sont claires. Le président dit
qu'on va réunir sans exclusive les filles et les filles de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour des valeurs qui nous sont chères, la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. Il s'articulera également autour des thèmes susceptibles d'apporter des réponses aux préoccupations des populations, ainsi que celles des autres régions du pays. Et il cite les thèmes. Il cite. Il n'a pas laissé vague que chacun vienne dire n'importe quoi. C'est ce que madame nous disait depuis la Côte d'Ivoire. Que chacun ne doit pas penser qu'il va venir là-bas et imposer son agenda personnel. L'agenda est balisé, le président parle le bilinguisme, la diversité culturelle, la cohésion sociale, la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés, des personnes déplacées, le système éducatif et judiciaire, la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora dans le développement de notre pays, et etc., qui n'ouvre pas la porte à ce qui est ni contraire à la Constitution, ni la balise qu'il a mise sur place. Du coup, le président a fini de parler. Moins de 24 heures après, les opposants arrivent. Ils veulent nous ramener dans les erreurs de 91. C'est pas là que je voudrais, monsieur Élie Lebel, que l'on puisse véritablement en sortir, puisque 20 ans après la tripartite de 1991, il y a eu des résolutions qui jusqu'ici n'ont pas suivi d'effet. Aujourd'hui, on est véritablement en train d'aller vers ce dialogue national qui véritablement va peut-être faire table rase autour de ces questions aussi divergentes qui ont effectivement émaillé la scène politique du côté du Cameroun. Est-ce que finalement l'impression que l'on est véritablement en train d'aller vers un tournant décisif pour l'histoire du Cameroun? Si jamais les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, on risquerait véritablement aller à l'implosion. Ce n'est pas un tournant décisif. Ce dialogue ne sera décisif de rien. La tripartite n'a été décisive de rien. Quand le président dit qu'on va parler de la décentralisation et du développement local, la décentralisation, c'est le produit de 92. Et tout le monde est unanime. Nous avons pris du retard dans l'application de la décentralisation. Elle a été inscrite dans la Constitution en 1996. La première loi qui parle de la décentralisation est arrivé le 22 juillet 2004. Combien d'années après? 96, 2004. C'est combien d'années après? Presque une vingtaine d'années après. 96. Il faut 4 ans pour atteindre 2000. 8 ans. Donc 2000-2004, ça fait 8 ans. Pour que la première loi, qu'on appelle la loi d'orientation de la décentralisation, ne soit mise sur la table. Ce même jour, 22 juillet 2004, on a voté la loi applicable, fixant les règles applicables aux communes et la loi fixant les règles applicables aux régions. Les deux institutions de la décentralisation. Il n'y a pas 36 000 institutions de la décentralisation. Il n'y en a que deux. Les communes et les régions. Ce même jour, on a défini les règles applicables aux communes, les règles applicables aux régions. Et à partir de 2007, la première élection municipale dans le contexte de la décentralisation a eu lieu. Les régions jusqu'à aujourd'hui ne sont toujours pas là. Et le président le dit dans de nombreux discours. Il fixe la décentralisation comme un objectif. Il dit par exemple en 2017, le discours du 31 décembre 2017, il dit: je crois fermement à cet égard que l'accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions. On a déjà les communes. Au moment où le président fait ce discours, on a déjà les communes. Il parle d'accélération. Ça veut dire on va vers la mise en place des régions. Nous sommes en 2017. On est en 2019. L'élection est en 2020. On n'a pas encore l'élection des régions. Il y a donc un retard. Et le président met la question de la décentralisation sur la table à l'occasion de ce débat. Et du coup, les gens qui veulent se saisir des manquements du régime pour faire prévaloir leur agenda personnel qui concerne le changement de la forme de l'État s'incrustent là-dedans. Et ce sont ces comportements de mafia politique que je dénonce et donc que je combats. Quand les gens disent pourquoi le président parle de décentralisation et vous venez dire que comme la décentralisation ne marche pas bien, remplaçons-la par le fédéralisme. Dans quel pays des hommes normaux veulent remplacer quelque chose qui ne marche pas bien par quelque chose qui n'a pas marché?
Le fédéralisme, ce n'est pas la colonisation qui nous a donné le fédéralisme. C'est Djongo Foncha et Ahidjo qui se sont assis en 1961, après l'indépendance de la région anglophone. Et on mis sur pied le fédéralisme. Et c'est les mêmes deux, Djongo Foncha et Ahidjo. Vous étiez déjà probablement né en 72. Moi, j'étais déjà né avant. Ils se sont assis, il n'y a eu aucun coup de feu. Il n'y a eu personne qui a fait un tintamarre ici. Ils se sont assis à deux à Fumban. Et sont revenus sur le fédéralisme et ont enlevé le fédéralisme pour donner l'État unitaire. Nous avons eu Paul Biya, qui était déjà un acteur politique à ce moment à côté d'Ahidjo, qui est donc l'un des pères de l'État unitaire. Il décide d'améliorer l'État unitaire, mais pas de le changer, en ajoutant la décentralisation. Aujourd'hui, les gens, au lieu de faire le constat que si la décentralisation ne marche pas, c'est parce que nous n'avons pas été capables de mettre de bons conseillers municipaux, nous n'avons pas eu de bons maires capables d'être à la hauteur des missions, et tout ceci a fait traîner le processus de décentralisation. Parce que si vous n'avez déjà pas de communes qui marchent bien, pourquoi voulez-vous envisager d'avoir des régions qui sont plus vastes avec des responsabilités? Nous allons sortir définitivement de cette émission. Nous allons définitivement sortir. Le chef d'État n'a pas donné de date fixe par rapport à la tenue de ce grand dialogue national. D'aucuns pensent qu'il est en train de préparer du moins ce rapport, parce qu'il y a l'Assemblée générale des Nations Unies qui pointe à l'horizon, qu'il est en train de préparer en tout cas ces rapports pour aller donner un meilleur aperçu du Cameroun qui n'est probablement pas. Non, c'est de la spéculation des acteurs qui, d'ailleurs le chef de l'État le dit, qui ont des visions simplistes de la vie. Quand on a été gouverné 40 ans par quelqu'un, on a quand même l'obligation intellectuelle de le connaître. Vous savez comment il avait dit en 91? Du tout. J'ai donc demandé à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'organiser au plus tôt une rencontre comprenant des représentants de tous les partis politiques, des personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences et leur objectivité, des représentants des pouvoirs publics. C'est là que est sorti le nom tripartite. Vous voyez, il y avait 3 partis. Les partis politiques, les personnalités indépendantes et les représentants du pouvoir public. Il n'y a pas donné de date. Est-ce que ça n'a pas eu lieu? Ça a eu lieu. La date n'est pas l'élément important. Il a dit dès la fin de ce mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà ça. C'est déjà là. Pourquoi ne pas donner la date une fois, puisque c'est lui-même qui a pris sur lui de faire cette communication pour situer davantage les Camerounais? Je ne demande pas à M. Biya de me donner les dates. D'accord. Tout simplement parce que pendant 40 ans qu'il a gouverné, moi l'opposant, j'ai appris à vivre avec quelqu'un qui ne donne pas l'entière précision sur tout ce qu'il fait. Il a cette façon de gouverner. Ceux qui pensent que ce n'est pas la bonne façon de gouverner ne doivent pas se battre pour l'obliger à changer de personnalité. Ça ne se fait pas. Ce dont nous devons nous battre, c'est de l'enlever. Et comme il a gagné l'élection présidentielle, nous n'avons pas pu l'enlever. Il nous reste l'élection législative. Il n'a pas choisi pour rien de faire ce discours-là. Maintenant, à 6 mois des élections législatives, c'est pour nous parler. C'est pour nous dire que la représentation nationale, c'est elle qui est la représentation du peuple et de la nation. Seuls ceux qui sont là-dedans, à ses yeux, sont qualifiés. C'est pour ça qu'il dit dans son discours du 31 décembre 2017 que le dialogue qui doit se dérouler, c'est dans un cadre strictement légal et républicain. Et il revient aujourd'hui vous préciser, quand il parle, il dit dans le cadre de la Constitution. Il ne veut pas qu'on sorte de la Constitution. Donc tous ceux qui se préparent à aller parler des choses dont le président n'a pas parlé sont des mauvaises personnes, des troubles faits, des gens qui veulent aller gâter cette initiative parce que vaille, incapables d'organiser une stratégie électorale viable permettant de gagner, ils sont réduits à un tintamarre pour demander au président d'appliquer la politique qui n'est pas la sienne. Quand quelqu'un a gagné l'élection présidentielle, c'est lui qui est président. C'est l'opposition qui a perdu, ne préside pas. Elle n'influence rien, elle ne décide pas. Laissons le président présider. Maintenant, nous avons les élections législatives. Nous, dans le cadre de la stratégie unitaire que nous proposons, la plateforme Kautal, nous disons saisissons ces opportunités pour préparer
les élections législatives. Parce que le président définit la politique de la nation conformément à la Constitution. Mais le gouvernement qui applique cette politique est responsable devant le Parlement, conformément à la même Constitution. Si le gouvernement est donc responsable devant le Parlement, notre intérêt politique et stratégique, c'est de gagner la majorité à l'élection législative pour pouvoir gouverner. C'est-à-dire venir appliquer donc la politique du président, mais avec une nouvelle catégorie de personnes, une nouvelle mentalité, une nouvelle éthique insufflée. Je vous suggère que nous allons davantage à la réalisation pour prendre effectivement cette autre attitude du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Merci à la réalisation qui vient de nous ajouter effectivement 30 minutes dans le cadre de cette émission. C'est très bien, merci à la réalisation. On va prendre cette autre... merci au PDG. Monsieur Elimi Lobé, on va prendre une autre attitude du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son adresse hier à la Nation. On reviendra derrière, peut-être retrouver également nos téléspectateurs du côté du téléphone. Mes chers compatriotes, les nombreuses consultations que je n'ai cessé de mener au sujet de cette crise m'ont permis de prendre la mesure de l'ardent désir des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de retrouver le cours normal de leur vie, de pouvoir de nouveau en toute sécurité exercer leurs activités économiques et sociales, de voir les réfugiés et les personnes déplacées revenir et les enfants retrouver le chemin de l'école. La récente tournée du Premier ministre dans les deux régions a permis de confirmer ce sentiment. J'ai la ferme conviction à cet égard que le moment est venu de mobiliser toutes les forces positives et constructives de notre pays, à l'intérieur comme dans la diaspora, pour que ces désirs deviennent une réalité. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces deux régions. Il aura donc vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour de valeurs qui nous sont chères: la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. Il s'articulera également autour de thèmes susceptibles d'apporter des réponses aux préoccupations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu'à celles des autres régions de notre pays. Le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, le système éducatif et judiciaire, la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora dans le développement du pays, etc. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. Sont également invités des représentants des forces de défense et de sécurité, des groupes armés et des victimes,
tout le monde ne pourra, et c'est compréhensible, prendre effectivement part à ce dialogue, mais chacun aura l'occasion d'y contribuer. En amont de la tenue effective du dialogue, le Premier ministre, chef du gouvernement, mènera de larges consultations afin de recueillir les avis les plus divers qui serviront de source d'inspiration pour la conduite des débats. Des délégations seront également envoyées dans les prochains jours à la rencontre de la diaspora afin de lui permettre d'apporter sa contribution à ces réflexions sur la résolution de la crise. Je voudrais à cet égard en appeler au patriotisme et au sens des responsabilités de tous nos compatriotes, de l'intérieur comme de la diaspora, pour que chacun, où qu'il se trouve, saisisse cette opportunité historique pour contribuer à conduire notre pays sur les chemins de la paix, de la concorde, de la sécurité et du progrès. Merci donc à la réalisation pour cette autre attitude du chef de l'État qui, M. Limby-Lobé, parle effectivement de cette opportunité historique. Davantage, on va dire un mot autour de cette diaspora camerounaise qui est donc, elle également, qui fera partie de ce grand dialogue. Cette diaspora qui, au-delà de tout le bien qu'on peut penser d'elle, n'a pas toujours été assez exemplaire ces dernières années. Les faits, vous les connaissez, M. Limby-Lobé. Ce qui me pousse donc effectivement à poser la question de savoir est-ce que cette consultation au niveau de la diaspora sera bien évidemment faite à tête chercheuse, ou alors il y a déjà un profil qui est bien placé pour aller à l'endroit de cela pour recueillir leur part de revendications. Premièrement, la diaspora, elle a sa place dans la vie de la nation. C'est nous de l'opposition qui nous sommes battus pour que les élections présidentielles soient ouvertes à la diaspora. Et vous savez que le régime du président Biya a beaucoup résisté à l'idée d'amener les élections présidentielles à l'étranger. Je suis de ceux qui pensent que à partir du moment où la diaspora élit déjà le président de la République, elle doit être représentée aussi au Parlement. Je suis de ceux qui, s'il advenait que je sois élu député, je vais œuvrer à la mesure de mes possibilités pour que la diaspora ait des sièges à l'Assemblée nationale. Parce que notre Sénat, le Sénat, lui, représente les collectivités. Comme il n'y a pas de collectivité dans la diaspora, on ne peut pas dire que les gens de la diaspora vont élire des sénateurs. Mais vous savez que dans d'autres pays du monde, la diaspora est représentée au Parlement. Par exemple, en France, il y a des sénateurs, des Français de l'étranger. Absolument. Voilà. À la place des sénateurs, des Camerounais de l'étranger, il nous faut des députés des Camerounais de l'étranger. Parce qu'au Cameroun, c'est les députés qui représentent la nation. Donc, comme une partie de notre nation est à l'étranger, il faut que cette partie de la nation là aussi soit représentée à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est mon combat politique propre. Je souhaite le faire. Mais maintenant, avant d'y arriver, quand j'ai fini de le dire, le président est dans son bon droit d'envisager que la diaspora aussi y participe. Maintenant, la question est de savoir laquelle. Mais quand vous lisez l'ensemble de l'évolution du président, vous n'avez plus le droit de poser cette question, puisqu'il a dit la catégorie des gens qui vont être appelés au dialogue. Et il a dit que les représentants, même des bandes armées, donc si les représentants des bandes armées peuvent venir au dialogue, à plus forte raison, ceux qui ont saccagé les ambassades du côté de... À plus forte raison, ceux qui ont saccagé les ambassades. Ça dit qu'il est donc dans une logique d'apaisement, le chef de l'État. Oui, on est là dans une... Non, on n'est pas... Je ne parle pas d'apaisement, mais je veux dire que le chef de l'État veut que les choses se fassent de telle sorte qu'à l'issue de ce dialogue, les gens soient devant les responsabilités. Pourquoi ne pas également aussi s'intéresser à ces prisonniers de la crise anglophone? Vous voyez donc qu'il a dissocié le renforcement de l'état de droit. S'il y a pas un sentiment d'injustice qui pourrait effectivement jaillir de la part de cela, puisque si on peut désormais inclure ceux de la diaspora qui ont également perpétré des cas de saccage dans des ambassades, bafouant même les institutions de l'État, à plus forte raison, ceux qui ont plus ou moins qui sont révoltés contre ce nombre de choses et qui sont aujourd'hui en prison. Le chef de l'État, dans son discours, il dissocie
l'impunité de ce qui est bon pour un dialogue. Parce que certains de nos compatriotes ont voulu utiliser la crise anglophone et la perspective d'un dialogue comme un argument pour obtenir d'un côté l'arrêt des poursuites, de l'autre côté une forme d'impunité. Mais le président s'est exprimé clairement sur la question. Il a dit que l'impunité n'est pas quelque chose qui renforce le dialogue. Il y a quand même des noms des leaders de la crise anglophone qui reviennent en pas de mal BBC, il y a d'ailleurs cette note qui circule à travers les réseaux sociaux qui se mettre à la disposition du chef de l'État si jamais celui-ci pourrait effectivement écouter le pas des déshydratants pour eux également participer. On connaît le poids de ces derniers dans ces mouvements effectivement émaillés du côté des régions dites anglophones. Je vais être clair avec vous. Peut-être pas avec moi, avec... Je serais à la place du président, j'aurais exactement dissocié les gens qui pensent que l'activité politique confère une immunité. Le dialogue est une activité politique. Nous allons parler politique. Mais le fait d'être leader d'un parti politique, le fait d'être membre d'un parti politique, le fait d'être opposant, ne vous confère pas une immunité. Il faut que tous nos compatriotes le sachent. Et qu'ils sachent que dans l'exercice des fonctions politiques que nous nous attribuons, parce que quand je décide d'être opposant, personne ne m'attribue ça. C'est moi qui fais le choix de m'opposer à un gouvernement. Que vous avez d'abord servi? Pas forcément. Moi, je n'ai jamais été ministre. Il y en a qui ont été ministres et après avoir servi 7 ans, ils ont compris que c'était le diable qui s'est... On ne fera pas de fixation sur qui. Voilà, mais je veux vous dire que moi, je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été membre du gouvernement. Je n'ai jamais été membre du RDPC. Jamais de ma vie. Et il y a des milliers d'opposants comme ça. Les Bandakani qui viennent ici sur vos plateaux n'ont jamais été membres d'un gouvernement. Il n'a jamais été membre du RDPC. Il a commencé sa vie politique dans le Manidem, tout le monde le sait. Pourquoi vous voulez l'assimiler à quelqu'un qui a une quelconque responsabilité dans la mauvaise conduite des affaires publiques? Mais nous disons que le fait que nous ayons choisi de mener une vie politique qui veut qu'on émette des avis différents de ceux qui sont dominants, ne nous confère pas une immunité. N'allons pas casser une ambassade au motif que nous sommes des opposants. Ne brûlons pas au motif que nous sommes des opposants. Parce que casser une ambassade est un acte de vandalisme qui est puni par le code pénal. Et émettre un avis sur la conduite des affaires, lui, il est une liberté d'expression garantie par la Constitution conformément aux lois. Donc même quand je veux m'exprimer contre le gouvernement, je n'ai pas la liberté de m'exprimer n'importe comment. Parce que cette liberté-là, elle est conditionnelle, elle n'est pas une liberté totale. Le premier président de la Cour suprême du Cameroun le disait dans sa dernière allocution, où il parle justement de la différence qu'il faut faire entre les libertés... Monsieur Limbe, avant probablement de vous retrouver sur vos documents, on va aller faire un tour du côté du standard pour prendre cette fois les avis de ces Africains qui veulent également interagir autour de cette grande actualité. Au téléphone, bonsoir. Alors, nous l'avons probablement perdu. Je profite pour dire que le premier président de la Cour suprême du Cameroun, que nous devons aussi écouter. Un peuple ne peut pas faire l'abstraction de ses grandes ressources humaines et se permettre de marcher à l'aveuglette comme ça, selon les désidérates et les injonctions des gens qui, comme le président l'a dit, les leaders autoproclamés. Le premier président de la Cour suprême, parlant de la démesure dans l'expression des libertés au Cameroun, il parle là au corps de la magistrature et de tous ceux qui sont avec la magistrature, les avocats et les autres. C'était à l'occasion de la rentrée solennelle des cours et tribunaux en 2019. Il dit, il faut sanctionner à la hauteur de leur désinvolture ceux qui volontiers confondent pour parler comme un auteur la liberté de penser et la liberté de publier sa pensée. Monsieur, sauf que dans le même contexte, monsieur Limbe, permettez-moi de m'exprimer. Vous ne pouvez pas m'empêcher de penser que je dois vous tuer.
Je suis d'accord avec vous. Ça se passe dans ma tête. Absolument. Mais je n'ai pas la liberté de m'asseoir sur ce plateau de Monsieur Limby Lobert, autant la Constitution va réprimer un certain nombre d'actions, autant cette Constitution va permettre au chef de l'État, via naturellement la grâce présidentielle, de pouvoir gracier un certain nombre de personnes. Donc ce serait effectivement attendu qu'on puisse en arriver là pour permettre effectivement que la politique puisse être totalement décrispée et qu'on aille véritablement sainement à ce débat national. Le président en parle. Il n'a rien oublié. Mais il faut comprendre ce qu'il veut dire. Quand il évoque la perspective d'un pardon, et il évoque plus tard, après avoir rappelé des principes fondamentaux, il dit la propagande de sécession a voulu présenter les décisions de justice récemment rendues à l'encontre d'un certain nombre de nos compatriotes. Dans le contexte de cette crise, comme un obstacle au dialogue envisagé, il dit il n'en est rien. Les décisions de justice ne sont pas des obstacles au dialogue. Vous ne pouvez pas dire que quand la justice est rendue au nom du peuple camerounais, cela empêche le peuple camerounais de se parler. La justice est une institution constitutive de ce qui permet au peuple camerounais de se parler et de bien marcher. Et c'est pour ça que le président... Sauf que ce peuple-là a beaucoup de leurs leaders qui sont justement incarcérés. Ils ne sont pas leaders du peuple, non, monsieur Limby Lobert. Non, monsieur Limby Lobert. Un parti politique n'est pas un peuple. Un parti politique est un groupe d'individus. Point. Et la Constitution... Ce parti qui avait deuxième à l'élection présidentielle de 2018. Non, monsieur Limby, vous ne pouvez pas battre cela en brèche, puisque c'est eux qui l'ont également porté. Ils pensent naturellement que... Monsieur, ils pensent naturellement que ce leader politique répond au mieux à leur désir. Donc forcément, il devrait a priori répondre également d'un certain nombre de choses via ce dialogue national. Quand le président parle, est-ce que vous l'écoutez? Tout à fait. Vous écoutez le président? Tout à fait. Le président n'arrête pas de vous dire dans le cadre de la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution dit que... Monsieur Limby Lobert, on a donc l'impression finalement que ce dialogue est complètement barricadé. Si c'est le cas, est-ce qu'on ne va pas observer un véritable fiasco sorti naturellement de ce dialogue national, puisqu'il est question désormais de pouvoir faire table rase autour de certaines questions qui divisent l'opinion nationale du côté du Cameroun? Mais mon cher, je n'arrête pas de vous rappeler les principes. Je vous ai dit que le dialogue, les gens ont demandé le dialogue sans être capables de dire de quoi on va parler et avec qui. Ils ont laissé ça à la charge du président. Première erreur stratégique de l'opposition. Maintenant, le président a pris ça. Parce que le président, nous sommes au combat politique. Sauf que c'est lui qui doit convoquer le dialogue national. Pourquoi maintenant, ça devrait être forcément lui? Parce que c'est lui le chef de la nation. Il a donc pris ça. Le président n'a jamais parlé de dialogue. Il n'a pas dit qu'il veut un dialogue. C'est nous qui avons voulu saisir l'occasion de la crise anglophone pour créer les conditions, parce que nous pensons que ces conditions-là vont affaiblir le chef de l'État et vont participer au renversement du régime. Le président a donc saisi lui-même l'opportunité que nous on lui offre. Il devient le patron du dialogue. Et il dit le cadre dans lequel ce dialogue va se passer. Et il vous rappelle chaque fois que c'est dans le cadre de la Constitution. Or, que dit la Constitution dans son article 2? Que dit la Constitution, mon frère? La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, et les partis politiques ne sont que des fractions du peuple, aucune fraction du peuple, ni aucun individu, fût-il un agrégé, fût-il un professeur, fût-il un leader de parti, fût-il un député, ou n'importe quoi. Aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. D'accord. Donc ne dites pas que les partis politiques expriment la souveraineté du peuple. Faux. D'accord. La personne qui exprime la souveraineté du peuple, c'est le président de la République et le Parlement. Et le président est cohérent. Je vous le dis. Je le dis. J'aurais souhaité qu'il ne soit pas cohérent pour que cela nous aide à le renverser. Mais il est un homme cohérent. Je dois prendre acte
qu'il n'est pas un homme paradoxal. Il n'appartient pas à la catégorie qui se laisse aller, qui dit une chose aujourd'hui et son contraire demain. Si je veux le combattre, je dois bien le comprendre. Il vous a dit dès 2017 que le dialogue ne peut se dérouler que dans le cadre de la légalité républicaine. Il vous répète que c'est dans le cadre de la Constitution. Et il vous dit concernant les actes de justice que la justice fait partie de ce qui fait marcher le peuple camerounais. Donc vous ne pouvez pas dire que quand les juges sont en train de réprimer les vandales, les incendiaires, les pyromanes, ceux qui détruisent des ambassades, ils sont en train de faire mal marcher le peuple camerounais. Non, quand les juges sont en train de condamner ceux qui brûlent, qui détruisent des ambassades, qui tuent, qui vous enlèvent, sous prétexte qu'ils veulent la sécession, les juges sont en train d'apporter leur contribution à la bonne marche du pays. Parce que vous, en tant qu'individu ou représentant d'un parti politique, vous n'avez pas la souveraineté. La souveraineté s'exprime à travers les élections. Donc, que ceux qui veulent la partition du Cameroun aillent aux élections et on verra si le peuple camerounais va leur donner raison. Que ceux qui veulent le fédéralisme aillent aux élections comme ils étaient aux élections. Ils ont eu 3% pour l'un, l'autre a eu 0,35%. Le fait de sortir deuxième à l'élection présidentielle ne vous confère aucun rang social. Merci à vous, monsieur Elimbi Lobert. On n'ira pas plus loin que ce temps. Merci, vraiment, merci infiniment à vous, monsieur Elimbi Lobert. Merci à toute l'équipe technique de nous avoir. L'activité politique ne confère pas une immunité. Le dialogue est une activité politique et les acteurs parleront bel et bien de la politique. Le fait d'être leader politique, le fait d'être opposant politique, ne vous confère pas une immunité. Lorsque la justice est rendue au nom du peuple camerounais, elle ne constitue en rien une entrave au dialogue. Alors, le dialogue annoncé aura bel et bien lieu, et les auteurs des crimes vont continuer de répondre devant la justice camerounaise. Voilà l'essentiel de ce qu'on pouvait retenir de cette analyse de monsieur Elimbi Lobert. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.